Donc aujourd'hui, moi j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Christophe, ancien d'ailleurs membre du bureau de Centrale Énergie, actuellement président, directeur général de Home Solaire, l'entité de production photovoltaïque de Home Énergie. Tu es centralien de Paris et Ouais. tu travailles notamment sur les nouveaux modèles de contractualisation entre producteurs et consommateurs. Et également Laurent, directeur énergie climat développement des affaires chez Aluminium Dunkerque, avec une deuxième casquette qui est celle de président de Pôle Énergie et le vice-président de la commission technique électricité de Uniden. On va donc avoir le plaisir de parler d'électrification, d'approvisionnement d'électricité des industriels. On parle beaucoup de crise énergétique, de décarbonation. L'électricité est évidemment un levier de décarbonation. Ça, c'est quelque chose qui est annoncé depuis dès les premières PPE et SNCB. Un enjeu d'électrifier les industriels, des difficultés techniques évidemment qu'il peut y avoir derrière. On le voit aussi aujourd'hui en termes d'enjeux à l'électrification avec la crise actuelle en Iran. On n'avait pas fait exprès de faire cette table ronde à ce moment-là. Mais en tout cas, l'actualité s'y prête bien. Mais aujourd'hui, on va surtout parler approvisionnement en électricité, puisqu'on est sur un bien qui est très, très particulier, des marchés, un marché d'électricité qui est connu pour être l'un des, si ce n'est le plus complexe au monde, vu les particularités physiques de l'électricité. Une complexité en termes de sources d'approvisionnement entre les bourses, les contrats de gré à gré, euh, les différentes stratégies d'optimisation. Donc, on va parler de tout ça avec Jean-Christophe et Laurent pour mieux comprendre comment est-ce que un gros consommateur qui doit gérer lui-même son approvisionnement et n'a pas la chance d'avoir un contrat unique euh, comme un individuel, optimise sa facture d'énergie. Je propose de te laisser la main dans un premier temps, Jean-Christophe, si pour poser le cadre, tu peux nous parler rapidement de Home Énergie et plus spécifiquement de Home Énergie solaire, donc le type de client que tu accompagnes, le type de portefeuille que vous pouvez avoir et surtout comment vous accompagnez vos clients. Oui, tout à fait. Merci pour l'introduction, Damien. Donc, tout d'abord, Home Energy, nous sommes un fournisseur d'énergie, fournisseur agrégateur, avec plus de 350 000 clients sur le marché B2C, donc les particuliers, et également des clients en nombre sur le marché entreprise, du B2B, depuis des petits pros, des PME, jusqu'aux électro-intensifs. Donc, on a vraiment tout le scope de clients. On gère tout ce très large spectre d'achat. Donc, on va depuis des offres de TRV moins X% jusqu'à des achats structurés pour des très gros acteurs. On fait vraiment le scope complet. Et moi, pour ma part, je m'occupe particulièrement de la filiale énergie renouvelable. Et donc, dans la partie énergie renouvelable, on gère aussi à la fois la partie résidentielle et entreprise pour à la fois la partie mise en place de centrales photovoltaïques avec batterie, bande de recharge, et également agrégation de centrales de gros parcs de production solaire ou éolien ou M0, et puis également structuration de PPA et facilitation de mise en place de PPA pour nos clients grands comptes. Voilà. On fait vraiment le scope complet et c'est à l'image du développement de Home qui a une grosse croissance depuis son démarrage en 2018, de pouvoir gérer tout ce scope-là, et on va encore dans les mois à venir, développer de nouveaux produits. On va lancer de nouvelles choses encore sur le marché pour tout ce scope de clients très vaste. Voilà, c'est un petit peu le cadre que je souhaitais donner un petit peu à cette intervention. Laurent, je te laisse aussi poser le cadre du côté d'Aluminium Dunkerque. Alors, sûr que là où tu vas porter la parole des gros consommateurs, l'un des plus gros consommateurs de France, si je ne me trompe pas. Donc, si tu peux nous parler rapidement aussi d'Aluminium Dunkerque. Alors, on se doute que c'est en lien avec l'aluminium, mais en termes de consommation d'énergie, où vous en êtes, à quoi ressemble votre profil de consommation, et puis pour parler de vos enjeux, en fait, quelle place a l'énergie dans votre business plan? C'est-à-dire, donc la question qui se cache derrière, quel est l'enjeu en termes de rentabilité sur cette question de l'approvisionnement en électricité?
Ouais, donc effectivement, il y a un gros indice dans notre nom, hein. On produit effectivement de l'aluminium. Et le deuxième indice, c'est qu'on le fait à côté de Dunkerque. Pour être plus précis, on est à côté de la centrale de Gravelines, donc on est entre Gravelines et Lune-Plage pour ceux qui connaissent un peu les Hauts-de-France. On produit dans ce qu'on appelle de l'aluminium primaire, donc c'est-à-dire qu'on transforme de la matière première en aluminium, donc de l'alumine en aluminium. Et je parle avec des ingénieurs que je ne suis pas, mais normalement, dans vos études, vous avez vu la réaction de l'électrolyse. Et donc, on met une cathode, une anode et une cathode, on fait passer un courant électrique entre les deux, ce qui fait que pour produire une tonne d'aluminium, pardon, on va consommer à peu près 13,5 mégawattheures d'électricité. Et donc, on en produit 300 000 par an. Donc, vous faites relativement vite les maths. On consomme effectivement un peu moins de 4 TWh d'électricité par an, ce qui fait effectivement de nous le site, sur un seul site, en tout cas, le plus gros consommateur d'électricité en France. À date, on voit que les projets de décarbonation de certains font que, ou des très gros data centers pourraient nous passer devant. Mais en tout cas, à date, on est le plus gros site de consommation d'électricité en France. On a un profil qui est très baseload, donc on tourne 7 jours sur 7, 24 sur 24. Baseload qu'on essaye de flexibiliser, on pourra en parler un petit peu pour justement s'adapter aux nouvelles contraintes des marchés de l'énergie, ou en tout cas d'aller saisir des opportunités. C'est plutôt comme ça que je porte le message en interne. Donc voilà en termes de consommation, donc courbe de charge très flat, je l'ai dit. Une question sur voilà, la part de l'énergie. On est le deuxième poste de coût, c'est pas le premier, mais inversement pour nous, c'est la première variable d'ajustement dans le résultat de l'entreprise. Je m'explique, le premier, c'est la matière première, c'est l'alumine. Mais on arrive, en fait, l'alumine est plutôt indexé sur notre prix de vente qui est l'aluminium. Inversement, l'électricité, elle, en tout cas en France, on n'est pas sur des marchés mondiaux et donc on peut avoir des variables, enfin des tendances complètement inverses qui fait qu'on peut avoir un prix du LME, donc notre prix de vente très faible au niveau mondial et un prix d'électricité très haut, slash situation 2022, où du coup on est en gros risque sur notre business. Donc l'énergie, c'est central pour nous. Je sens mauvais jeu de mots, ou très bon jeu de mots, ça va, comme vous voulez. Et donc, nous, ce qui est important, c'est justement la visibilité sur ce prix de l'énergie. Alors, prix de l'électricité en est un, mais c'est vraiment, enfin, prix de l'électron, oui, qui est la grosse majorité. On viendra après sur les différentes composantes peut-être. Mais c'est surtout le prix de l'électricité qui est important. Pour vous donner un ordre d'idée, si un smelter, donc enfin, un producteur d'aluminium primaire n'a pas de visibilité sur son prix, en général, l'usine ferme quelques mois après la fin de son contrat. Récemment, on a une usine qui est Mosal, qui a pas réussi à prolonger ce contrat. Elle a annoncé la fermeture de son site. Oui, merci Laurent. Une petite précision avant de continuer, je vais vous envoyer un lien dans la conversation pour poser vos questions. Donc, pour les habitués de Centrale Énergie, vous connaissez le principe. Posez vos questions et puis vous avez un système de vote pour indiquer celle qui vous paraît le plus pertinente. Comme ça, on pourra à la fin poser les questions euh, dans l'ordre de popularité. Comme on est assez peu nombreux, je pense qu'on aura l'opportunité, enfin, vous aurez l'opportunité d'échanger de manière assez directe. Cette parenthèse étant faite, Jean-Christophe, je me retourne à nouveau vers toi, puisqu'en introduction, je précisais alors le marché de l'électricité est connu pour être le marché le plus compliqué pour les économistes. Notamment, on a des sources d'approvisionnement qui sont particulièrement nombreuses. On est très loin du consommateur individuel qui appelle un fournisseur, qui gère un contrat unique. On nous dit à quelle heure, enfin combien va être le kilowattheure. Éventuellement, on va rentrer dans des offres un chouïa plus complexes avec des heures pleines, des heures creuses, des tarifs week-end, mais on n'ira pas chercher beaucoup de complexité. Pourtant, derrière, il y a quand même une complexité monstre sur ce sujet-là, entre le gré à gré, les bourses, le VNU.
Donc, est-ce que avant de rentrer plus dans le vif du sujet avec Laurent, tu peux nous donner ce panorama des sources d'approvisionnement pour Oui. un professionnel? Oui, bien sûr, tout à fait. Tout d'abord, par rapport aux sources d'approvisionnement, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, historiquement, vous m'entendez bien? Ça va? Oui, parfaitement, ouais. Ah d'accord, OK. J'ai l'impression que c'était diminué. Donc je disais historiquement, bah, les électro-intensifs, ils possédaient leurs, moyens de production, leurs propres moyens de production, comme, c'est le cas aujourd'hui dans de nombreux autres pays, hein, à l'étranger. C'est même la majorité en Chine, en Inde, en Norvège, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Beaucoup d'électro-intensifs possèdent encore leurs actifs de leur centrale de production d'électricité. Mais bon, en France, c'est vrai qu'après la 2e guerre mondiale, tous ces actifs ont été nationalisés et remis à EDF. Et depuis, bah, ce modèle d'industriel propriétaire est bah, cassé en France, découplé. Et donc aujourd'hui, en France, la structuration de l'achat d'énergie pour les électro-intensifs, elle se repose sur 3 grands horizons temporels. Donc il y a d'une part le long terme, où là, il y a les contrats avec Excelsium, il y a le CAPN, le fameux CAPN dont Laurent va sûrement parler, et puis il y a aussi des PPA. Donc là, on est sur des engagements peuvent aller de 10, 15 à plus de 20 ans. Voilà, donc ce sera un horizon temporel très long. Et après, plus on va se rapprocher du temps réel, plus les, on va se rapprocher de valeurs, on va se rapprocher des marchés de l'énergie. Donc, il y a l'horizon à moyen terme. Donc là, les acteurs ils vont acheter des blocs peuvent avoir des durées de 1 à 5 ans. Là, ça va dépendre. C'est des horizons de marché qui sont classiques. Et ensuite, sur vraiment le court terme, sur les dernières, vraiment sur la partie du court terme, très court terme, ensuite, bah, il y a le marché spot, et puis également la flexibilité qui commence qui arrive aussi en compensation. Voilà, en complément. Et par rapport à ces marchés, eh bien, il y a quelques industriels comme Air Liquide qui sont capables d'aller eux-mêmes sur les marchés de gros. Donc, il y en a qui ont la licence pour opérer directement sur les marchés de gros, mais ça demande des capitaux importants. Il y en a certains qui en sont sortis après la crise de 2022, comme Solvay, qui était très présent et qui avait même un desk interne qui est sorti de ce marché-là, vu la consommation de cash que ça a généré par rapport à leur business dans la chimie. Ils ont du mal à comprendre un petit peu cette, ces risques générés par les marchés de l'énergie. Donc, il y en a beaucoup qui en sont sortis. Et maintenant, il y a beaucoup de fournisseurs d'énergie qui offrent quasiment les mêmes services qu'un desk interne en évitant de porter justement ces risques marchés et puis aussi le risque régulatoire. C'est pour ça que beaucoup préfèrent passer par des fournisseurs d'énergie pour structurer leurs achats en complément des gros blocs que représentent Excelsium, et puis on verra les CAPN s'il y a le succès escompté, et puis également les PPA dans une moindre mesure. Ça, j'en parlerai un peu plus tard sur la PPA. Mmh. Merci, Jean-Christophe pour le cadre. Donc là-dessus, effectivement, ça fait, beaucoup de sources d'approvisionnement. Donc, Laurent, est-ce que toi, tu peux nous dire comment est-ce que, tu t'y retrouves dans, tous ces mécanismes que, Jean-Christophe décrivait? Hem, Finalement, comment est-ce qu'une entreprise comme Helium Dunkerque, va, heu, coupler toutes ces différentes sources d'approvisionnement? Puisque bon, même si vous avez la centrale de Gravelines à côté, j'imagine que, vous n'êtes pas branché directement sur, l'une des tranches. Ce serait trop beau, hein. Mais, comment est-ce que, donc entre, ces contrats de gré à gré et l'accès aux bourses, vous arrivez à minimiser votre facture d'électricité? Concrètement, comment ça se fait? Et puis, voilà, comme, voilà, Jean-Christophe, tendait une perche, est-ce que vous utilisez le CAPEN, par exemple? Ouais. Alors effectivement, je pense que c'est utile de rappeler que le marché de l'électricité en France, il est relativement récent. L'usine date de 1991 et effectivement, si on se compare à d'autres électro-intensifs, la majorité des usines de production d'aluminium sont propriétaires d'actifs énergétiques. Je prends un acteur grec qui est une ancienne filiale de Péchinet, hein, qui était
le fleuron de l'industrie, un des fleurons industriels français. On avait Aluminium de Grèce et ils sont aujourd'hui propriétaires de leurs actifs d'énergie et des actifs de production d'aluminium. Et au jour d'aujourd'hui, ils gagnent un petit peu plus d'argent sur leur actif énergétique que sur la production d'aluminium. Je dis ça pour rappeler en fait que finalement, au départ de la création de l'entreprise, on avait finalement un tarif unique qui était fourni par EDF. On était finalement sur une joint venture entre Péchinet et EDF. Péchinet fournissant la technologie, EDF plutôt la partie énergie. Et donc, on ne se posait pas beaucoup de questions, on était compétitif, on tournait, et le but, c'était de maximiser la production pour maximiser les dividendes. On n'est plus dans ce monde-là. Et effectivement, on a du coup plus d'intérêt sur notre job en tant que responsable énergie, ce qui fait un peu de choses pour s'occuper. Et on se retrouve avec un prix qui est variable, qui est fonction de l'offre et la demande finalement. Et donc, comment on gère ça? Moi, je l'ai dit, en fait, l'aluminium, il a besoin de visibilité. Si je reprends, là, je prends ma casquette Uniden, enfin, en tout cas, représentant des électro-intensifs, il y a trois choses, enfin, quatre choses nous sont nécessaires. C'est de l'électricité qui soit compétitive, décarbonée, et qui soit sur le long terme et en quantité suffisante. Donc, le but, en tout cas pour Aluminium Dunkerque, il est celui-là. En France, on a la chance d'avoir de l'électricité qui est déjà très décarbonée, donc on coche déjà une case sur les quatre. Restent les trois autres. Maintenant, la partie compétitivité, il faut garder en tête que nous, en tout cas, notre activité, elle est sur des marchés mondiaux et donc fortement soumis à la concurrence internationale. Donc, on peut se comparer en interne. C'est pas ça qui va faire qu'on est compétitif ou pas. Il faut se comparer par rapport à nos pairs qui, eux, sont sur des marchés internationaux et, comme Jean-Christophe l'a dit, souvent adossés à leurs propres actifs. Donc, il faut qu'on arrive à être compétitif là-dessus. Et on est aussi une industrie à forte intensité capitalistique. Et donc, pour amortir des gros investissements, on les fait nécessairement avec une visibilité sur le long terme. Et donc, la visibilité sur le long terme, et notamment, on l'a dit, sur l'électricité, qui est la plus grosse variable d'ajustement dans nos résultats, est nécessaire, est obligatoire si on veut continuer d'investir. Donc, effectivement, enfin, on va être plus simple, tous les gros consommateurs sont sur ce qu'on appelle du bloc plus spot, c'est-à-dire on a une fourniture à un prix donné et le reste, soit on consomme plus, soit on consomme moins, et à ce moment-là, on est exposé au spot. D'où le fait d'être en capacité de flexibiliser à minima à courte échéance sa production pour essayer justement d'aller saisir les opportunités qu'offre le marché, en tout cas le marché spot. Après, sur comment on sécurise ce prix-là, est-ce que c'est un CAPEN, est-ce que c'est Excelsium, est-ce que c'est un PPA? J'ai envie de dire, chacun voit midi à sa porte. Nous, en tout cas, on est engagé de par nos obligations de fonctionnement, d'avoir des fonctionnements long terme. Et donc, on a annoncé la signature en juillet de l'année dernière, non pas d'un CAPEN, mais d'un contrat dédié en partenariat avec EDF, qui nous donne de la visibilité sur plusieurs années. Donc, le contenu du contrat est strictement confidentiel, donc je n'irai pas forcément beaucoup plus, mais ça n'est pas un CAPEN. Il comporte des éléments de prix qui sont propres, mais qui ne sont pas nécessairement celui d'un CAPEN. Peut-être très rapidement, parce qu'on a parlé du CAPEN, Jean-Christophe, si tu peux nous définir ce que c'est pour, je pense, les quelques personnes qui ne l'auraient pas en tête dans l'assistance. Oui, sur le CAPEN, oui, bah, en fait, l'idée, c'est de faire un contrat de partenariat industriel, en fait, entre EDF et puis les grands consommateurs. C'est un contrat d'allocation de production nucléaire. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir, avec la fin de l'Arenh, c'est de pouvoir faire bénéficier les grands consommateurs
de notre parc nucléaire, de faire comme presque comme un PPA nucléaire, hein, si on voulait aller, puisque quand on parle de PPA, c'est Power Purchase Agreement, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, donc c'est presque comme un PPA nucléaire. Après, il y a eu un certain nombre de discussions dessus, puisque il y a un risque industriel quand même qui est porté, donc voilà, il y a il y a du pour, du contre, il y a beaucoup de négociations en cours d'un certain nombre d'acteurs. Euh, voilà, il y a certains pensaient qu'ils auraient beaucoup plus de succès beaucoup plus vite. Voilà, mais bon, vu les prix de marché actuels et puis certains risques portés par le contrat, voilà, il y a des contraintes qui font que les négociations durent assez longtemps. D'ailleurs, c'est un peu comme quand on revoit l'aventure Excelsium, il y a eu des négociations assez longues aussi, hein, quand Excelsium a été mis en place entre le groupe des acheteurs et, industriels et puis EDF. Je pense qu'on va être aussi un peu dans cette même optique avec des revues après, dans quelques années, comme ça s'est passé aussi pour Excelsium, hein. Il y avait voilà, C'est pas- si je peux me permettre, c'est pas oui, exactement pareil, puisque justement, oui, Excelsior, c'est un consortium d'industriels et oui, qui est tout à fait. d'une seule voix, du coup, par la présidence d'Excelsior. Hormis Oui, les CAPEN, ce sont des contrats en bilatéral entre un industriel, ou en tout cas un consommateur, et EDF. Et donc la différence, c'est que le poids de la négociation est légèrement oui, voilà, rebalancé, on va dire, dans oui, ce cas-là. oui, Et je rejoins enfin, complètement ce que tu disais. En fait, le CAPET, c'est purement un PPA nucléaire, puisque en fait, c'est at risk, at bénéfice. Donc, en fait, on a un prix et ou des volumes qui sont fonction du productible nucléaire. Et donc, on passe finalement dans une situation où on avait l'Arenh pendant, je crois que c'est 12 ans, hein, la durée de l'Arenh, avec un prix et un volume qui était relativement visible, ouais. à quelque chose avec un prix et un volume qui sont illisibles. C'est aussi ça la Oui, grosse différence d'un mécanisme certes imparfait selon certains, mais versus ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché. Et certains CAPN ont été signés pour le coup, ouais, ouais, tout à mais fait, tout à fait. beaucoup moins qu'annoncé. Mais beaucoup moins qu'annoncé. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais, je pense que d'ici quelques années, il y aura sûrement des revues de ce mode de contractualisation. Voilà, dans l'énergie, on aime bien faire des choses au début, puis après changer en cours de route. Ça, ça arrivera Ouais. sûrement. Mais justement, puisqu'on parlait des PPA, là on comprend, Laurent, qu'à Lumière vous avez fait ce choix de ne pas souscrire à un CAPEN. Alors, quid des PPA? C'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques années. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, fait partie de vos leviers? Est-ce que c'est dans quelle mesure? Est-ce que tu vois ça comme rentable dans l'équation économique d'un Lumen Dacker? Quels seraient tes attendus vis-à-vis du PPS si tu en as évidemment? Alors, tout dépend de la définition qu'on donne de PPA, parce que Jean-Christophe l'a dit, en fait, Mhm. un PPA, c'est Power Purchase Agreement. Donc, je pense qu'un TRV est un PPA. Donc, voilà. Donc, je pense que la définition ici de PPA, c'est un PPA renouvelable et potentiellement associé en pay as produce. Donc, c'est-à-dire que l'off-taker est responsable de toute la production d'un parc dédié. On parle de ça. On parle bien de ça, je te confirme que, de toute façon, on est d'accord que PPS, tout simplement une forme de contrat de gré à gré. C'est Voilà, ça. Donc, Tout à fait. on a associé au PPA, je pense, on a une connotation très photovoltaïque, éventuellement éolien, en tout cas dans l'imaginaire, c'est de ça Mhm. qu'on parle. ouais. Comme le disait Jean-Christophe, on pourrait très bien faire un PPA nucléaire ou hydraulique si ça nous chantait. Bah, c'est ça. Mais voilà, C'est un effectivement, contrat d'achat, hein, d'achat d'énergie, un PPA. Oui. Donc, on met tout ce qu'on veut derrière. Mais c'est vrai que communément, on parle de PPA renouvelable. Euh, c'est quelque chose que, comme je pense tout le monde en a regardé, notamment pendant la crise,
Mais, et je pense que c'est un peu le problème d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, nous on l'avait identifié assez rapidement, c'est ce qu'on appelle le capture rate. C'est-à-dire que facialement, on a un prix qui est compétitif en sortie, donc un pay as produced, qui va sortir, alors ça dépend si on est sur de l'éolien ou du solaire, mais un prix relativement compétitif quand on compare à des forwards, donc des marchés futurs, mais base load. Sauf que la différence qu'on a, c'est que un PPA renouvelable ne produit pas toute l'année. Donc finalement, le prix moyen de revient de cet actif PPA, il n'est pas exactement le même qu'un prix moyen baseload. Donc on a deux effets qui sont relativement pervers, c'est que au plus vous avez de renouvelables, au plus ils vont se cannibaliser. Et donc au plus ce qu'on appelle le capture rate, c'est-à-dire que le prix de valorisation sur le marché de cet actif va être réduit parce que compétition plus accrue. Et inversement, au plus le sourcing complémentaire que vous allez devoir faire va lui être cher, puisque on aura de plus en plus d'actifs flexibles, et donc les actifs de base vont avoir tendance à réduire pour faire place à des actifs qui ont des coûts marginaux, donc le renouvelable quasiment proche de zéro. Donc, ça, c'est le gros souci, et je pense que celui-là, maintenant, tout le monde le voit bien. Et donc, le vrai challenge pour moi, pour les PPA, c'est comment on arrive à transformer un pay as produce en quelque chose qui correspond à un besoin côté consommateur. Donc, aujourd'hui, et là, du coup, je vais reprendre ma casquette Uniden, aujourd'hui, on fait porter cette charge essentiellement aux consommateurs, c'est-à-dire on dit, bah, adaptez-vous. Et là, moi, de ce que je pressens, et également au niveau européen, enfin notamment au niveau européen, c'est qu'on commence à demander aux producteurs justement d'essayer également de s'adapter aux consommateurs. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de PPA, notamment solaire ou même éolien, attachés avec des actifs de stockage batterie, ou en tout cas des actifs de stockage, peu importe, pour justement essayer de moduler le pay as produce pour aller de plus en plus sur un profil plus adapté avec des consommations industrielles ou en tout cas avec des consommateurs autres qu'industriels en tout cas. Je ne sais pas si j'ai été clair Oui, ou si j'ai c'est sûr répondu à qu'on la question d'ailleurs, mais c'est sûr qu'on non, c'est Ouais. sûr qu'on comprend, si je dois résumer, que, un PPA, en tout cas s'il est, fortement lié à des actifs, type ENR comme le photovoltaïque ou l'éolien, se soumet finalement, à la variabilité de sa moyenne de production. Donc, bah, forcément, on a un PPA solaire, la nuit, il y a pas de soleil. Donc pour quelqu'un qui est en base load comme vous, donc vous avez une consommation qui est assez lisse, nécessairement, ça vous fait un trou dans votre approvisionnement pendant la nuit. Il va falloir compenser par ailleurs, et généralement, quand on a une demande qui augmente et une production qui diminue, si je me souviens bien de mes cours d'économie, c'est là qu'on a des prix assez élevés. Donc on comprend le problème pour Ouais. vous, d'où l'intérêt de lisser tout ça avec des batteries. Donc là maintenant, je vois que Jean-Christophe piaffe pour réagir. Donc je te laisse également la parole, enfin, c'est pour Ouais. donner le point de vue du fournisseur, d'autant que comme toi tu es en plus home solaire, j'imagine que tu as un avis plutôt, on va dire, à apporter. Mmh. Ouais, tout à fait. En fait, par rapport au PPA renouvelable, c'est sûr, bon, il y a le PPA PS Produced, classique que tout le monde connaît, qui a des coûts, d'agrégation, très faibles. Il y a une valeur aujourd'hui sur le marché qui est assez faible. En revanche, bon, maintenant, il y a aussi d'autres types de PPA qui existent, des PPA Pay as Nominated, donc où en fait, on s'engage sur une valeur, de production et puis après, il y a même des PPA baseload, on appelle ça, on fait de la baseloadisation de la cloche solaire. Donc, on utilise instruments financiers pour pouvoir transformer cette production en forme de cloche en baseload. Mais derrière, bien sûr, bah, il y a des coûts, hein, puisque rien n'est gratuit. En fait, le PPA physique transformé en un produit financier. Et donc, bah, c'est vrai que ces coûts qui s'ajoutent bah, pour un électro-intensif vont peut-être pas être très intéressants pour sa compétitivité. En revanche,
pour d'autres aspects, notamment sur, le scope de la CSRD, là, il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour les PPA solaires, pour les PPA renouvelables et c'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'acteurs, on en voit qui prennent, 5-10 de leur consommation, qui vont couvrir ça par un PPA renouvelable, en veillant bien à ce qu'il soit bien auditable pour pouvoir rentrer pour pouvoir bénéficier, de justement pour pouvoir répondre aux enjeux de la CSRD. Ça, c'est une valeur que ça peut apporter. En revanche, pour de l'approvisionnement pur, c'est vrai qu'en plus en France, on a des coûts de développement qui sont assez plus élevés qu'ailleurs grâce à notre lourdeur administrative. Et donc, parce que si vous faites on a un pipier solaire ou renouvelable dans un pays du Golfe ou ailleurs où le terrain est mis à déjà disposition, toute l'administration a déjà bouclé toutes les choses, bon, voilà, toutes les procédures, le coût n'est pas le même. Voilà. Et en plus, on est plus sur un projet de 5-8 ans si on veut développer plusieurs dizaines ou centaines de mégawatts, mais on est sur des projets de 1-2 ans, voilà, beaucoup plus courts. Et en plus, c'est cet élément-là, c'est vrai qu'il renchérit le coût des PPA en France. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'en 2022, beaucoup ont regardé les PPA puisque les marchés étaient tellement élevés qu'ils commençaient à être bien voilà, compétitifs. Mais maintenant que les marchés sont redescendus très bas, c'est vrai, même avec la crise actuelle, il reste quand même un peu plus élevé que les prix de marché, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres pays européens. Et ça, c'est tous les développeurs ENR le partagent. Il y a 2 semaines, j'avais participé à une conférence pareille où il y a des développeurs entre eux qui disaient oui, oui, dans pas mal de pays européens, on est sur une bonne adéquation, mais en France, on est décalé, on a des, des coûts de projet qui font, et des financements aussi qui font qu'on a une valeur beaucoup plus élevée que la valeur marché. Voilà. En plus, une structure marché qui est complètement différente d'ailleurs, avec notre pourcentage important de nucléaire. Donc, j'ai pas un discours à 100% PPA solaire. Il faut être aussi faut être concret, voir vraiment ce qui se passe sur le terrain. Et c'est vrai, quand on observe ça, il y a des sources d'intérêt pour les électro-intensifs, mais pour moi, c'est pas forcément dans la valeur en tant que telle. En fait, si on comprend bien, on Valeur, voit bien que le PPA est une réponse, on est en termes de contrat d'approvisionnement, mais qui a ses défis à relever que Laurent donnait, notamment le lissage de la cloche solaire, avoir quelque chose qui soit, ouais. on va dire, plus en adéquation entre production et consommation. En revanche, quand on a, Ouais. c'est quelque chose qui peut se lisser via des systèmes de batterie, comme le mentionnait Laurent. En revanche, quand en France, on a déjà un système de production de base comme le nucléaire, finalement, en fait, cette production de base fait que les moyens de production flexibles ont une rentabilité bien moindre par rapport à d'autres pays qui ont un mix énergétique, enfin, en tout cas un mix électrique très différent. Et donc le PPA, pour qu'il soit intéressant financièrement pour consommateurs et producteurs, il y a un certain nombre d'hypothèses euh, à vérifier et en tout cas qui sont, dont la vérification est plutôt nuancée, on va dire, dans le cas spécifique de la France. Tout à fait. On a beaucoup parlé d'approvisionnement, mais c'est vrai qu'en préparant cette table ronde, je me disais qu'on avait un point un peu gris qu'on peut avoir dans le traitement de l'approvisionnement, qui est aussi la question du raccordement, puisque Aluminium Dunkerque, je pense ne pas prendre de risque en disant que vous êtes directement raccordé à RTE en contracarte. Euh, Si on ouvre tout de même ce sujet avant de revenir sur les questions de marché d'approvisionnement, sur les enjeux que peut avoir Aluminium Dunkerque sur finalement cette relation avec RTE, les implications qu'il peut y avoir d'être directement raccordé en contrat carte plutôt qu'en contrat unique. Alors je le précise, le contrat unique, c'est le cas où le fournisseur gère la relation avec le transporteur ou le distributeur pour vous. En contrat carte, ça veut dire que vous contractualisez directement avec RTE.
Finalement, qu'est-ce que ça implique pour vous également d'avoir ce raccordement direct, hein, que ce soit en termes d'organisation, mais surtout en coût additionnel, en délai et en qualité d'approvisionnement? Ouais. Euh, je confirme, effectivement, on n'a pas de câble direct entre une centrale de Gravelines et nous. On est bien Pourtant, ils ont 6 approvisionné. tranches, eux. Ouais, ouais, Je pourrais en prêter une. et on en consomme la moitié d'une, hein, effectivement. Mais non, donc on est bien effectivement ce qu'on appelle pour nous en HTB2, donc en 225 000 kilovolts. Euh, le point important et qu'on oublie souvent de le dire, on a tendance facilement à taper sur RTE, mais on a aussi quand même une qualité d'électricité qui est relativement exceptionnelle en France. Euh, Qualité qui est aussi, en tout cas en partie, faite grâce aux flexibilités que Aluminium Dunkerque opère pour le réseau, donc ce qu'on appelle les services systèmes et les services d'urgence, notamment l'interruptibilité et autres. Mais la qualité de l'électricité, c'est important aussi. Si on fait le parallèle à ce qui s'est passé en Espagne l'année dernière, on voit tout de suite que, alors, je crois que c'est en dizaines de milliards que ça se chiffre les conséquences. En France, on serait très certainement en centaines de milliards d'euros. Et donc, le fait d'avoir une électricité qui est fiable est quand même très important à mentionner, surtout quand on a des activités baseload et qui sont, enfin, pour lesquelles l'électricité est complètement, enfin, c'est un must, c'est pas une option. Donc, le fait d'être en contrat direct, bah, ça permet du coup d'avoir des coûts maîtrisés. C'est-à-dire que si vous êtes sur une artère, vous payez moins cher que si vous êtes sur une route départementale, c'est QFD. Et le fait, pareil, de consommer de manière stable et prévisionnelle pour le réseau, on bénéficie notamment grâce à ça, mais aussi via d'autres engagements qu'on donne, de réduction sur notre tarif de transport. Donc on paye un tarif relativement limité sur la partie transport avec une qualité assez haute. Maintenant, la question, c'est, on parle essentiellement, enfin, on parle maintenant de plus en plus d'électrification des usages. La question, c'est, est-ce qu'on a la possibilité d'être accordé, enfin, d'alimenter nos futurs besoins? Et là, pour le coup, on se retrouve dans ce que disait Jean-Christophe tout à l'heure, donc sur les questions environnementales et autres, mais il faut peut-être pas 8 ans, mais au bas mot 6 ans pour, à partir du moment où vous dites j'ai besoin de plus d'électricité, au moment où vous l'avez réellement connecté chez vous. Et donc, la durée de raccordement est une vraie problématique, d'autant plus que RTE reçoit énormément de demandes, parce que justement, certains ont compris qu'il y avait des business models où on se dit je fais une demande, quand bien même j'ai rien derrière, mais je pousse mon projet et après je le revends avec une belle culbute. Et donc, il y a des vraies problématiques de délai de réponse côté RTE. Nous, on n'a pas trop ce problème à date parce qu'on est, déjà électrifié, mais pour nos projets, notamment de décarbonation, on a besoin de plus d'électricité et on se confronte à cette problématique-là. Après, donc, il y a le transport qui est une couche. Il y a aussi tout ce qui est relatif aux taxes et autres fonctionnements. Et on a notamment là eu une réforme en fin d'année dernière sur le mécanisme de capacité qui vient du coup rapporter en addition de l'arrêt de l'AREN qui était porteur de capacité, des vrais surcoûts à notre coût d'approvisionnement. Donc c'est vrai que c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. On parle souvent du coup de l'électron et qui, par défaut, on parle d'électricité. Mais l'électricité, c'est bien l'électron plus le transport plus les taxes. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et les compensations pour ceux qui en bénéficient, notamment la compensation des coûts indirects, à savoir l'impact du CO2 dans le prix de l'électricité. Mais voilà, ce qui est important, et c'est ce qu'on regarde nous, en tout cas c'est ce que je regarde moi, c'est vraiment le prix, tout compris, de l'électricité. OK. Alors, justement, je rebondis puisque tu as mentionné une réforme du mécanisme de capacité, donc qui est le mécanisme qui doit permettre d'assurer la viabilité économique de l'ultrapointe.
Mais finalement, en fait, on n'a pas eu que le Mekapa qui a changé l'année dernière. On a aussi d'autres évolutions à venir. Par exemple, on avait parlé, on a de nouveaux blocs qui devraient apparaître sur le marché à terme pour mieux prendre en compte les cloches solaires. On a également un passage au pas de 15 minutes sur l'intraday pour s'aligner sur le nouveau pas du règlement des écarts. Jean-Christophe, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous parler de ces de ces évolutions, vu de ta fenêtre, s'il fallait en choisir deux ou trois qui seront probablement assez marquantes et selon toi, ce que ça devrait changer? Ouais, bah, pour moi, c'est vrai que le passage au pas de temps de 15 minutes, on voit qu'il y a un impact très important sur la volatilité. Il y a des spreads plus marqués avec ce nouveau mode de donc et ça vient, bah, rentabiliser certains business models qui étaient avant pas trop équilibrés avec l'ancien pas horaire. Et là, je pense notamment, bah, à des business models de batterie, hein, à valoriser sur intraday pour prendre le relais des services systèmes qui vont se cannibaliser petit à petit en fonction de l'arrivée des grands packs de batteries voilà, qu'on voit poindre sur le réseau. Ça, c'est comme disait Laurent, il y a beaucoup de capacités de raccordement aujourd'hui qui sont réservées par un certain nombre d'acteurs. Jusqu'à assez récemment, RTE faisait le système premier arrivé, premier servi, premier qui faisait la demande. Maintenant, ils ont changé un peu le système. Ils demandent à ce que le projet soit prêt pour accorder ce raccordement, mais le mal est fait, hein. Il y a plus de raccordement disponible aujourd'hui, surtout sur RTE. Et donc, bah, les industriels aujourd'hui, bah, au niveau évolution de marché, c'est la capacité de raccordement, en fait. Aujourd'hui, cette capacité de raccordement, c'est un actif qui est très important et qui est porteur de valeur justement pour les électro-intensifs. Mmh. Ça, c'est un élément très central et je pense qu'on n'en a pas encore assez perçu les implications que ça peut avoir auprès des électro-intensifs. Puisque derrière, ça peut faciliter bah, pour eux bah, le déploiement de batteries sur site, pourquoi pas de colocalisation d'activités. On parlait de data center qui arrive aussi en parallèle. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai vu un site métallurgique qui avait été repris par une autre société et qui avait été fermé ensuite, et la capacité de raccordement avait été récupérée. Oui, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faudra faire attention aussi, avec un petit peu cette folie qu'il y a aujourd'hui sur ces raccordements, il y a quand même il y a beaucoup d'argent sur tout ce business autour de la flexibilité des batteries aujourd'hui. Et donc, c'est potentiellement aussi bah, un danger pour les industriels électro-intensifs qui veulent sécuriser leur activité propre et pas être cannibalisés par d'autres activités. Mmh. Oui, finalement, si je t'entends, c'est que aujourd'hui, même si on parle des évolutions des marchés, d'approvisionnement, même s'il y a un impact certain sur, par exemple, le changement de pas, au lieu d'acheter l'électricité toutes les demi-heures, on passe à 15 Ouais. minutes, ça donne des leviers d'optimisation. Euh, Finalement, le plus gros enjeu reste quand même la capacité de raccordement avant d'être l'approvisionnement sur les marchés. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et ça, on le voit dans le monde entier, hein. Bon, aux États-Unis, on voit certains data centers qui sont directement alimentés par des turbines à gaz qui sont Mmh. juste à côté. Voilà, on voit des développements avec les SMR qui viendront directement alimenter des sites, hein, vu leur faible emprise au sol. On reviendra peut-être sur ces modèles d'alimentation directe si on continue à avoir toutes ces contraintes de connexion réseau. Donc il y a ces nouveaux moyens de production, de stockage bon, entre le solaire, c'est vrai, c'est- la problématique, c'est l'empreinte au sol, mais bon, il y a des moyens plus compacts qui arrivent et qui pourraient changer la donne dans les 10-15 prochaines années aussi. Mm. Alors toi, Laurent, alors c'est vrai on a déjà parlé du raccordement avec toi, mais de manière plus globale, qu'est-ce que tu penses de ces quelques évolutions dont on a parlé? C'est vrai que voilà, je pense que voilà, tu t'es déjà exprimé sur l'enjeu aussi primordial du raccordement, même si vous y êtes peu exposé à court terme. Euh,
Mais donc sur les évolutions plutôt marché, qu'est-ce que tu y vois toi aujourd'hui? Plutôt des contraintes, des opportunités? Alors je comprends que Mecapa, on est plutôt sur un surcoût qu'une contrainte. Alors la petite question bonus tout de même, c'est, supposons que vous ayez une baguette magique pour influencer le gouvernement, ou plutôt l'Europe, si on parle des marchés. Qu'est-ce que, vous souhaiteriez, voir mis en œuvre pour faire évoluer ces règles et ces marchés d'approvisionnement? Ouais, alors il y a un point aussi qui est, je pense, relativement passé inaperçu, c'est que RTE a récupéré, les puissances de raccordement inutilisées par les sites Oui. consommateurs. Mmh. En fait, Jean-Christophe l'a dit, aujourd'hui, le raccordement a une énorme valeur et certains sites avaient des puissances de raccordement bien plus élevées que leur souscription et donc avaient un matelas qui pensait pouvoir utiliser, même si techniquement Mmh. c'était pas réellement le cas, utiliser. Et en fait, RTE, de par les contraintes et toutes les demandes, a récupéré justement tout, et est en train, en tout cas, est en train de récupérer toutes ces puissances de raccordement-là. C'est relativement passé inaperçu, mais c'est assez structurant, notamment pour tous les sites qui avaient ces dispositions-là, et qui ont des projets de décarbonation ou en tout cas des projets d'électrification. Ça, c'est quand même assez majeur, on l'a pas relativement vu. Le passage au pas 15 minutes, je pense que c'est relativement neutre, c'est effectivement plutôt une problématique fournisseur que consommateur. Puisque normalement, la somme des 15 minutes faisait ce qu'il y avait en horaire. Donc, ça, pour le coup, c'est plutôt une opportunité pour ceux qui ont des capacités de flexibiliser leur consommation. Donc, plutôt une opportunité qu'une contrainte. Si ce n'est peut-être avoir des énormes prix, des écarts sur un pas quart d'heure. Mais bon, c'est plutôt une opportunité qu'une contrainte. Après, moi, j'ai tendance à justement voir le verre à moitié plein. Donc, chaque contrainte peut se transformer en opportunité si on la traite bien. Le Mecapa en est une, hein, mais bon, en tout cas, force est de constater qu'on n'est pas sur exactement les mêmes fonctionnements qu'avant. Et donc, on est plus contraint, mais allons quand même chercher le positif là-dedans. Si j'avais une baguette magique, moi, je pense que ça serait plutôt au niveau européen. Et le message que je passerais, c'est arrêtons d'opposer les consommateurs européens entre eux et regardons plutôt ce qui se fait en termes de compétition par rapport à l'extra-européen. Moi, enfin, si je prends l'exemple de l'aluminium, hein, aujourd'hui, on importe autant d'aluminium qu'on en produit en Europe. Et donc, nos concurrents, in fine, ils ne sont pas en Europe, ils sont extra-européens et eux, ils ont accès à de l'électricité à des prix très compétitifs. Donc, à opposer une concurrence infra-européenne, on est en train de tuer toute l'industrie. Et donc, si j'avais une baguette magique, c'est ça que je ferais. Je te pose quand même la même question, Jean-Christophe, sinon ce ne serait pas juste. Et puis avant qu'on passe à la dernière partie de la table ronde sur, justement qu'on rentre un peu plus dans les questions de flexibilité. Ouais, donc pour moi, ce serait de réduire les contraintes, pour pouvoir, bah, développer des projets, que ce soit, en production ou en consommation, de réduire ces durées de 5, 6 ans à 2 ans, hein, comme dans certains pays. Voilà, de permettre, c'était une des conclusions de la mission de Levitio d'ailleurs, de faciliter le développement des projets de production, hein. Ça serait vraiment l'idéal. Couplé à aussi, je pense, le problème aussi en Europe, c'est qu'on a des règles, de marché très différentes selon les pays, enfin, vraiment d'harmoniser au niveau européen toutes ces règles-là et de pouvoir, au lieu d'avoir un marché de fourniture en France, en Allemagne, de pouvoir, depuis la France, facilement ouvrir, le marché allemand comme si c'était une autre région, en fait, ça, c'est un élément. On commence à le faire un peu sur la partie flexibilité. Il y a des plateformes de flexibilité, Picasso, Marie, tout ça. C'est des plateformes qui permettent de mutualiser ces moyens de flexibilité à l'échelle européenne. Et maintenant, je pense que sur la partie approvisionnement, bon, le rêve, ce serait d'avoir un vrai marché unique européen. OK. Je passe à la suite. Justement, on a parlé d'approvisionnement, mais en fait, il y a des on l'a évoqué, mais il existe des moyens d'optimiser la facture. On parlait de turbines à gaz, des fois, reliées, alors plutôt dans notre pays, mais
Par exemple, la participation au service système, la réserve primaire, secondaire, le marché d'ajustement sont aussi des sources d'optimisation du modèle de coût autour de l'énergie. On peut également penser au système de batterie. Donc, Jean-Christophe, qu'est-ce que tu vois, en tout cas, qu'est-ce que tu prônes comme moyen d'optimiser la facture autour de toutes ces solutions, que ce soit l'autoconsommation, le stockage, la flexibilité? Bah, au niveau des moyens d'optimisation de facture, Laurent avait parlé du coût hors électron pouvait être aussi important et donc l'autoconsommation, elle a cet avantage de pouvoir, gommer à la fois le coût de l'électron et puis le coût des taxes et autres coûts réseau. Ça, c'est un levier important, cette partie autoconsommation. Bon, pour un électro-intensif, c'est vrai que c'est assez relatif, hein. On ne peut pas déployer un champ de 200 mégas à côté d'une installation, mais bon, c'est un peu compliqué au niveau foncier. Là, c'est partie optimisation. Après, il y a la partie, bien sûr, batterie qui peut être intéressante pour optimiser à la fois pour gagner des revenus sur la partie c'est vrai, marché, sur la partie valorisation sur les marchés, mais aussi pour pouvoir consommer au bon moment, là où les marchés sont bien orientés. Donc, ça, c'est un autre élément qui est très important. Et les batteries sont vraiment une révolution qui arrive et qui se développe de plus en plus. Et on en parlera de plus en plus à l'avenir, puisque les progrès sont vraiment impressionnants. Tous les 6 mois, on voit de nouvelles choses arriver au niveau des batteries. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va aussi, je pense, révolutionner cette manière de gérer l'énergie pour tous les acteurs, hein, depuis l'électro-intensif jusqu'au petit particulier. Ça rentre dedans. Et puis après, tu parlais de mécanisme de flexibilité. C'est vrai que c'est une manière de pouvoir, en flexibilisant, réduire son coût global en utilisant là, on n'est pas sur des petites optimisations, mais sur des volumes très importants de flexibilité. Donc, il y a une valeur importante à aller chercher là-dessus pour les industriels, couplés justement aussi au déplacement de la consommation pendant les bonnes périodes de prix. Voilà, donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a il y a plusieurs leviers qui existent et puis il faut pouvoir activer les bons. L'autoconsommation nécessite quand même des investissements importants au début, hein. C'est comme investir c'est investir dans une centrale de production. Ça revient à ce qui se faisait au siècle dernier. Voilà. Et puis après, dans les batteries, c'est pareil, hein, il y a aussi un investissement important à prévoir au début. Alors que bon, les moyens de flexibilisation sont un peu plus légers à mettre en œuvre. Il y a beaucoup d'humains aussi, personnes, c'est beaucoup de travail, là, beaucoup de process voilà, à gérer. On est plus sur l'humain, sur une partie informatisation. Donc, c'est un peu plus léger, peut-être en investissement en CAPEX, mais en OPEX, c'est peut-être plus important. Alors pour le mot de la fin, Laurent, c'est sur tout ce que Jean-Christophe vient de décrire. Est-ce qu'il y a des éléments auxquels vous faites appel, auxquels vous avez pu réfléchir et que alors soit vous avez déjà mis en place ou alors vous pourriez envisager ou au contraire que vous avez mis de côté parce que non pertinent pour votre cas? Non, non, enfin, je reviens sur l'axe compétitivité de l'électricité au sens large. Nous, si on veut encore être là demain, on doit travailler tous les items. Et donc, la flexibilité, c'en est un. La difficulté qu'on a, nous, c'est qu'on est effectivement baseload. Euh, des industries qui ne sont pas baseload, c'est pour moi beaucoup plus facile pour eux, quand bien même c'est potentiellement tous les process qu'il faut revoir. Mais je prends des exemples assez frappants. Si vous prenez le spot des derniers jours, de midi à 16 heures, vous payez 0 euros. Et si vous consommez à 19 heures, vous payez 150 euros, 200 euros par mégawattheure. Donc, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Pour faire une tonne d'aluminium, vous en utilisez 13,5. Vous avez un coût électron, j'entends, de 0 d'un côté, versus 2600 euros de l'autre. Bon, on vend une tonne aujourd'hui plutôt cher parce que compte tenu de la crise, mais 2600 euros, normalement, on n'est pas rentable. Donc, il y a quand même
énormément d'intérêt à aller chercher à flexibiliser sa production. Nous, on est baseload, c'est compliqué, et donc je suis un peu un ovni dans le monde de l'aluminium parce que je promeus la flexibilité et on est actif depuis plusieurs années sur ces mécanismes-là, mais parce que on voit les choses comme effectivement plutôt une opportunité qu'une contrainte. Et c'est là aussi où la réglementation européenne tend à contraindre les gens à se flexibiliser quand normalement les incitations de marché sont suffisantes en soi. Donc, pour un marché pur et parfait de l'énergie avec l'offre et la demande, quand on fait des choses pour contraindre, on s'éloigne un peu d'un marché pur et parfait. Donc, on peut se questionner sur Mhm. ce fonctionnement de marché. Ça a été fait en 2022. On a vu qu'on on restait Mhm. comme on était. Mais en tout cas, la question reste ouverte pour moi. Et voilà, donc nous, on est actifs sur tout. Et j'irais même qu'on essaye d'être proactif et essayer de réfléchir à justement d'autres services qu'on pourrait donner soit au marché, soit au réseau pour essayer de gagner en compétitivité. Mais merci à tous les Et deux. justement, Ouais, par vas-y, rapport à vas-y. cette intervention sur la modulation sur la production d'aluminium, j'avais lu des choses sur la modulation d'électrolyse pour produire de l'hydrogène. En fait, j'avais vu que dans certains pays, ils avaient fait des tests là-dessus et ils avaient trouvé que ça abîmait beaucoup les électrodes, en fait, de faire moduler le, l'électrolyse. Et je voulais savoir si vous aviez aussi les mêmes problématiques sur l'aluminium. Euh, ouais. Alors, je pense que les tests qui ont été faits, c'est sur pas des électrolyseurs d'aluminium, c'est des électrolyseurs pour faire de Oui, l'hydrogène, oui, pour effectivement. faire de l'hydrogène, oui, tout à fait. Et je pense que les modulations en question ont été assez énormes. Aujourd'hui, nous, la flexibilité qu'on opère, elle est sur une fraction relativement limitée de notre consommation. Donc, le fait qu'on soit très gros consommateur, on engage Mm. quand même des grosses puissances en flexibilité, mais on reste à date, en tout cas, sur de la flexibilité relativement limitée. D'où le fait de dire que en étant baseload, c'est plus compliqué qu'en en étant non baseload, puisque no baseload Ouais. suffit de reporter. Nous, on doit compenser et on ne sait pas compenser à 100%, c'est une certitude. Qui effectivement, et pour toi, Laurent, qui s'interroge si au travers de votre contrat avec EDF, vous êtes exposé aux risques techniques, comme par exemple la corrosion sous contrainte qu'on avait connue en 2022-2023, et comment vous vous protégez de ce type de risque? Alors, c'est une bonne question, mais comme je l'ai dit, notre contrat n'est pas public, donc je ne répondrai pas. Par contre, comment se prémunir de ça pour ceux qui auraient un CAPEN? Il y a des solutions qui sont des options. C'est-à-dire que on peut contractualiser avec des contreparties, alors soit physiques, soit financières, qu'à partir d'un certain niveau de prix, on est assuré de ne pas payer plus cher que ce que le marché propose. Ces options, elles ont un coût. Et donc, en fonction du niveau où on va fixer le niveau de ce qu'on appelle le strike price, on va payer un premium plus ou moins élevé. Donc, si, je ne dis pas que c'est mon cas, mais si on est exposé à ces variations-là, on a des outils financiers qui peuvent nous permettre de mitiguer tout ou partie de ce risque-là. Après, le problème de ces options, c'est que quand on est dans un environnement très volatile comme on est en ce moment, le prix des options coûte assez cher. Voilà. Ouais. Ouais, tout à fait. Et certains acteurs, pour les PPA renouvelables, c'est la même chose, hein, et il y a aussi des options, notamment pour ceux qui ont des PPA as produced. Et certains industriels, bon, je pense à la RATP qui avait signé un PPA avant 2022. Et malheureusement, 2022, c'est une année sans vent. Et donc, un certain nombre d'acteurs avaient dû, en plus, c'est le début vraiment des PPA renouvelables, donc tout le monde n'avait pas encore trop de la pratique, et donc ils s'étaient retrouvés sans production, et donc ils avaient dû aller acheter sur les marchés de l'électricité qui leur manquait, évidemment à un coût beaucoup plus élevé que ce qui avait été contracté au départ. Donc, c'est pour ça que cette partie, les options sont importantes. Il faut bien faire attention quand on contractualise.
des achats à long terme, il peut y avoir des choses sur lesquelles il faut bien regarder. C'était comme un peu, disons, avec la reine, on avait aussi le problème de l'écrêtement, hein. Il y avait une portion qui restait exposée marché, et donc bah, certains pouvaient faire le choix de couvrir cette partie qui restait exposée marché. D'autres non, mais certains le faisaient. Après, Qui veut prendre? après, je pense que il faut aussi ne pas voir les batteries comme la solution miracle à la gestion de l'intermittence des ENR. Une batterie, en tout cas celles qui sont aujourd'hui majoritairement développées sur le marché, ce sont des batteries qui vont faire 1 mégawatt, 2 mégawattheures, voire 4 mégawattheures. Ce qui signifie qu'elles peuvent rendre un service au réseau pendant 4 heures, enfin 2 heures ou 4 heures maximum. Je reprends, alors, si Jean-Christophe, t'as cité 2022 où il n'y a pas eu de vent. Mais vous vous Oui, mettez à une période en hiver où vous n'avez pas de vent pendant une semaine, hein, ce qu'on appelle les Dunkelflaut oui, en allemand. Je ne parle pas allemand, mais les fameux. ceux Ouais, qui connaissent les ont le fameux jours principe, de c'est vous Dunkelflaut. n'avez pas de vent pendant plusieurs jours, vous êtes en hiver et il fait gris. Les batteries, elles ne vont rien faire, parce qu'en fait, enfin, en tout cas, si vous avez que du NR avec du batterie, ça ne marchera pas. Donc, il faut aussi trouver des solutions de stockage. Alors, en France, on a l'hydro, et avec l'hydro de stock, ça fait le travail. Mais il faut aussi une base stable, et le nucléaire en est notamment une. Donc, les batteries, c'est bien, elles sont utiles au déploiement notamment du renouvelable, mais je pense que du coup, la croissance de l'un doit accompagner l'autre, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut complètement négliger les autres actifs et de consommation et de production. Je laisse la Ouais, parole à ouais. Jean. Mais... Oui, tout à fait, je suis d'accord. Après, il y a aussi le développement des interconnexions bon, qui doit normalement limiter un petit peu ces effets qu'on a vus en 2022, hein, de Goldfloat. Là, il va y avoir des interconnexions avec l'Espagne qui vont bientôt arriver. Donc, il y aura peut-être des changements de marché à ce niveau-là. Normalement, je crois que c'est 2027. Il me semble que la liaison doit arriver par le sud. Je ne sais plus, j'ai plus en tête l'année exacte, mais en tout cas, l'Espagne pousse beaucoup pour justement faire remonter sa production solaire très excédentaire. Donc, voilà, il y aura peut-être des changements à venir aussi avec ça. Mais Et effectivement, enfin, je reprends la question sur la fréquence d'occurrence de ces événements. Elle est relativement limitée, je suis d'accord. Mais je ouais, prends un exemple, je pense que tout le monde va le comprendre, de gestion d'approvisionnement en chaleur mutualisé entre industriels pour une collectivité. Donc, sur le principe, tout le monde est d'accord, on fonctionne baseload, on l'a, ok. Maintenant, si vous êtes un financeur, vous regardez le pire des cas. Et quand bien même la fréquence est relativement faible, on se dit comment on approvisionne ma ville en chaleur si un des acteurs est indisponible. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on met tout le temps un backup, souvent au gaz, pour traiter ce cas-là. Et le parallèle est vrai pour l'électricité. C'est si on développe que des actifs qui, en théorie, fonctionnent, et dans 95-99% des cas, ça fonctionne, oui, mais quid du 1%? Et nous, ce 1% du temps-là, je l'ai dit, on est baseload. Quand si on n'a pas d'approvisionnement électricité pendant quelques heures, notre aluminium, il prend en masse et l'usine est à terre et elle ne redémarre pas. Enfin, faut que les choses soient claires. Donc, tout dépend du niveau, et je reviens du coup sur la qualité de l'électricité qu'on veut. Si on n'a pas d'électrons ouais, qui sortent alors qu'il y a de la demande, on est dans une situation catastrophique, en tout cas pour certains. ouais. Ouais, c'est pour ça que le marché de capacité a été fait aussi pour pouvoir conserver un minimum de centrales au gaz, de centrales de pointe pour passer justement ces périodes un petit peu compliquées. Mm, Ouais. Sinon, elle pourrait pas rester sous cocon indéfiniment, elle serait fermée. c'est ça. Et d'où le mécanisme de capacité, mais mécanisme de capacité qui n'est maintenant ouvert que aux actifs, alors, entre guillemets, non carbonés. Et donc, on est Oui, sur un mécanisme
enfin, qui financent des actifs qui ont pour moi pas besoin d'être financés. C'est un autre sujet, pardon. Euh, il y a une autre question sur les fours électriques pour créer de la chaleur. Le stockage se développe aussi sur la chaleur. Alors effectivement, le stockage chaleur se développe beaucoup. Après, la question c'est est-ce qu'on consomme de la chaleur ou on consomme de l'électricité? Nous, alors, ce sont des cuves. On a des fours pour maintenir notre aluminium liquide et le mettre en forme. Donc on consomme aujourd'hui c'est au gaz naturel, mais notre consommation d'électricité, elle est sur nos cuves d'électrolyse. Et donc c'est de l'électricité qu'on fonctionne. Donc on a quand même effectivement pas mal de chaleur fatale. Et donc on pourrait récupérer cette chaleur fatale, sauf que derrière, il faut des usages de cette chaleur qui est relativement basse en termes de température. Et à date, en fait, on n'a pas d'usage de cette chaleur. D'où le fait de mon exemple de se dire on va alimenter en chaleur d'autres, soit industriels, soit collectivités. Mais le risque de contrepartie est en général un deal breaker assez fort. Et si vous mettez des centrales gaz en backup, vous n'êtes pas financé par l'Europe, ou en tout cas par l'ADEME, parce que ils ne veulent pas financer d'actifs carbonés. Donc oui, le stockage chaleur se développe, et c'est vrai qu'on a tendance à focaliser sur l'électrification, mais la chaleur est aussi un usage très utile, et il y a beaucoup de chaleur fatale qui sont inutilisées en France. Poser la question pour vous. En fait, c'était une réaction à ce que tu disais tout à l'heure, Laurent, sur les Dunkelflaut. Alors, je n'ai jamais appris l'allemand, donc tu me pardonneras la prononciation. euh, qui a le sentiment que ces périodes restent tout de même assez limitées en temps sur une année, notamment si on prend en compte le foisonnement avec l'Europe. Ah, il me semblait avoir répondu pour le coup, mais je Oui, peux... oui. Vous m'entendez ou pas? Oui, 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 c'est bon. Ah, Oui. pardon. Oui, oui, vous avez répondu. Merci. Non, je vais directement dans le chat. J'avais une question supplémentaire que j'étais en train de noter et je savais que c'est ça que vous voyez. Je suis désolé, je sors de train. Euh, Si on voit à un peu plus long terme, on regarde le fait que les nouveaux réacteurs nucléaires sortiraient à potentiellement 150 euros du mégawattheure. Comment vous positionner par rapport à ces questions-là? J'ai cru comprendre que vous aviez un contrat spécial qui vous permet, j'imagine, de vous approvisionner moins cher, mais du coup, c'est peut-être une problématique vis-à-vis de l'ensemble des consommateurs. Bon, je Rapidement. crois Oui, qu'il vas-y. il parlait du futur nucléaire qui était à des coûts beaucoup plus élevés que l'ancien. Et j'ai l'impression de comprendre. Vous voulez savoir comment Laurent se positionnait par rapport justement à ces coûts plus élevés du futur nucléaire qui, je pense, doivent pas être dans son nouveau contrat. Mais Excusez-moi, Parce bravo, non, que mais les prochains Louis-Christophe. réacteurs vont arriver d'ici 15-20 ans. oui, la question que C'est je bien me ça? posais, c'est comment, en tant qu'électro-intensif de cette façon, on se positionne par rapport aux futurs coûts de l'électricité qui seront sûrement enfin, plus chers, à la fois à cause du raccordement qui va augmenter, potentiellement à cause des taxes qui devraient aussi augmenter, et au regard de l'approvisionnement qui lui aussi devrait augmenter. Et je pensais notamment au futur coût des nouveaux EPR. alors, je pense que la question, elle sera politique. Et la question, c'est comment on alloue ces investissements-là. La question, déjà 150 euros, Mhm. tout va être fonction du nombre, enfin c'est le nombre des séries, hein. Au plus on fait d'actifs, au moins ça nous revient cher côté unitaire. Il y a aussi une autre question qui est la durée d'amortissement, puisqu'on est là, on est vraiment sur une activité ultra capex intensif. Et donc, aujourd'hui, on amortit sur des durées de vie de 40 ans, quand on sait que les réacteurs actuels, ils ont en tout cas déjà aux États-Unis des durées de vie de 80 ans. Donc, si vous amortissez sur 40 ou 80, vous n'avez pas la même chose. Et là, en fait, le coût, c'est pas le coût de l'uranium ou des équipes EDF, hein, quand bien même tout le monde tape sur le 1% du CA Mhm. d'EDF, c'est le coût du capital. Et donc, en fonction de la manière dont vous allez justement réguler cette production, vous allez avoir un business plus ou moins risqué et donc un coût du capital plus ou moins élevé. Et donc, pour moi, la question, elle est hautement politique. Après, comment Aluminium Dunkerque regarde?
le nouveau nucléaire, est-ce que c'est la solution unique pour contractualiser? On a vu qu'on peut signer des PPA. On pourra potentiellement signer des PPA encore sur du nucléaire, mais peut-être pas le nouveau sur l'actuel qui est pour le coup complètement amorti. Donc, il y a enfin, il y a les SMR qui sont aussi potentiellement une solution qui pourrait arriver. Et après, s'il n'y a pas d'autres actifs, enfin, il y a aussi comment est-ce qu'on fait un choix plutôt allemand de concentrer le tarif de l'électricité sur les consommateurs, qui sont pour le coup pas du tout carbon leakage, ou au détriment des entreprises. Là encore, c'est un choix politique. Donc, c'est une question hautement politique et donc nous, on essaye d'être vocal pour faire valoir notre point de vue, quand bien même on sait qu'on est un acteur parmi d'autres. Mais il y a aussi d'autres solutions ou développer des actifs en propre. Alors pour nous, c'est peut-être un peu trop compliqué, mais pour un consommateur, il y a plein de solutions. Et je pense qu'il ne faut pas attendre des pouvoirs publics ou d'EDF qui nous trouvent la solution clé en main. Donc il faut rester proactif quoi qu'il arrive. Et alors, je vois une autre question de Rémi sur est-ce qu'on valorise le fait que notre produit est en partie décarboné? Donc, effectivement, notre production est bien plus décarbonée. Alors, grâce à notre scope 2, donc notre empreinte carbone de l'électricité consommée, mais pas que, aussi notre scope 1 est relativement performant par rapport à la moyenne mondiale. Et donc, aujourd'hui, on considère que notre aluminium est 100% décarboné, puisqu'on a une empreinte scope 1, 2, 3 inférieure à 4 tonnes quand la moyenne mondiale est aux alentours de 14 à 15 tonnes 15 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium produit. Donc, on est plutôt bien positionné, ce qui nous permet aujourd'hui de facturer un premium, donc low carbone, à 100% de nos clients. Quand bien même on ne se satisfait pas de ça, on est engagé aussi dans une stratégie de décarbonation que je mène aussi, qui s'appelle Local et qui vise notamment à réduire assez drastiquement nos émissions, notamment directes, à horizon 2030. Et Ah, donc, je vois une autre question sur la partie, ou sauf si on arrête, tu me dis. justement, j'allais enchaîner sur la question qui, en fait, en découlait de manière assez logique sur ta position sur le CBAM. Alors, Bon il courage. n'y a pas de membre de l'association d'aluminium, parce qu'en fait, on est. Marché carbone, on a un système qui, pour des questions environnementales, va faire décroître au fur et à mesure nos allocations gratuites de carbone. Donc, on part d'un système à la base fait pour être les bons payeurs, enfin les bons élèves bénéficient, les mauvais élèves payent, à un système où tout le monde paye. Donc, ce système, il est injuste par rapport à la compétition internationale et donc le CBAM a vocation à rétablir un peu un level playing field entre les acteurs internationaux et les acteurs européens. Donc, le principe de CBAM, il est vertueux. Maintenant, comment on s'assure que ce qui est une intention vertueuse soit effective dans le temps? Et là, on a identifié énormément de points faibles du mécanisme que la Commission est en train de travailler à combler. Euh, voilà, donc on est sur le principe pour le CBAM, mais on reste très précautionneux et donc nous, notre position, c'est oui, mais et pas trop vite pour s'assurer que on ne fasse pas n'importe quoi parce qu'on a vu la crise 2022 quand les entreprises, en tout cas de productrices d'aluminium ferment, il y a de grandes chances qu'elles ne rouvrent pas, même si les conditions sont redevenues favorables par la suite. Très bien, merci Laurent. Je vous remercie encore une fois tous les deux, Jean-Christophe, Laurent. J'espère que, en tout cas, les personnes qui se sont connectées ont appris beaucoup de choses ce soir. Merci pour ça. Vous avez vu que